Merci beaucoup Nadia, merci beaucoup Gilles. Je veux d'abord remercier le comité d'organisation de cette journée pour cette invitation. Et bonjour tout le monde. Donc alors j'ai été effectivement invitée pour parler du travail en réanimation, la vision d'une réanimatrice. Excusez-moi, j'ai pas mis la diapo de conflit d'intérêts, mais j'ai aucun conflit d'intérêts avec cette présentation. Alors, je commence d'abord par quelques chiffres. Aujourd'hui, les femmes représentent environ la moitié des médecins spécialistes en activité, environ 46,8% selon l'enquête RPPS qui a été publiée en 2015. Et en réanimation, ça représente qu'un quart des médecins, aux alentours de 23%, ce qui est vraiment un des taux les plus faibles parmi les spécialités médicales. Alors effectivement, au sein de la CRLF, du conseil d'administration, on a donc le conseil d'administration et le président, c'était le professeur Alain Mercas à cette période, avait décidé de créer un groupe qui va travailler sur la place des femmes en médecine intensive réanimation. Et d'ailleurs, Nadia est aussi une des cofondatrices de ce groupe. Et on avait des objectifs qui étaient multiples, notamment de faire évoluer les conditions du travail des femmes afin de les adapter au mieux à une qualité de vie personnelle satisfaisante, mener une réflexion pour promouvoir la parité au sein de la CRLF et de la spécialité MIR et de mieux représenter, amplifier la voix des femmes de notre spécialité. Bien sûr, tout ça aussi pour améliorer l'attractivité de la réanimation pour les jeunes médecins. Alors, première action, on a commencé par faire un état des lieux sur la vie des femmes médecins en réanimation et on a lancé des questionnaires pour des femmes médecins seniors qui concernent les conditions des femmes au travail et l'impact sur leur vie personnelle. On s'est aussi intéressé sur l'attractivité des femmes vers la spécialité, donc on a lancé des questionnaires pour les jeunes étudiantes externes et aussi les internes. Et ces questionnaires ont été diffusés à travers les membres médecins de la CRLF, hommes et femmes, car il était difficile d'avoir une liste exhaustive des femmes médecins dans tous les services de réanimation. Et donc, je vais vous présenter un peu, en fait, la vision des réanimatrices à travers ce questionnaire et pas seulement la vision d'une réanimatrice. Donc, le profil des femmes qui ont répondu, d'abord, on avait donc lancé, globalement, 1002 membres médecins femmes à CRLF sur 3042, ce qui représente le 1/3 des membres à CRLF. On a eu 371 réponses, avec majoritairement des femmes entre 30 et 40 ans, avec un statut plutôt hospitalier, inférieur à 20% avec une position académique, CCA inclus. Ce qui, en fait, ce chiffre-là, il n'est pas très choquant, parce que je pense que ça doit être la même représentativité pour les hommes. Mais par contre, quand on se penche sur effectivement le positionnement académique des femmes au sein de notre spécialité et l'avancement des carrières, qui est le premier point sur lequel je vais insister, dans les conditions de travail des femmes, on a 8% de MCUPH et de PUPH en MIR selon le CNU. Quand on regarde un peu ce qui se passe autour, nos collègues anesthésistes réanimatrices ne font pas mieux. Elles sont 9% d'MCUPH et PUPH en anesthésie réanimation, alors qu'elles sont déjà, elles représentent 40% des internes, ce qui est une proportion plus importante que la nôtre. Alors, on s'est un peu penché sur, effectivement, les conditions du travail et un peu qu'est-ce que les femmes ressentent quand on travaille en réanimation. Alors, 1/3 des femmes réanimatrices ressentent avoir été désavantagées à cause de leur genre et déclarent que les conditions de travail auraient été meilleures s'ils avaient été des hommes. Alors, on s'est un petit peu penché sur cette position, sur ce ressenti. Mais quand on revient sur effectivement le positionnement académique et l'avancement des carrières, comme tout le monde sait, un des facteurs, c'est effectivement les publications qui, quand même, conditionnent un peu le positionnement académique et l'avancement des carrières. Et le monde des publications, c'est quand même assez visible. Et quand on voit un peu la littérature
excusez-moi, mais je vais présenter presque de la littérature anglo-saxonne parce qu'on n'a pas de littérature francophone et française, en tout cas, sur ces sujets-là. Mais quand on voit cette étude publiée en 2020 dans le Blue Journal, sur un peu les différences de genre dans l'authorship, dans la littérature autour de la réanimation. C'est une base de données qui a été analysée sur PubMed entre les articles qui ont été publiés entre 2008 et 2018 dans des journaux, les 40 plus fréquemment cités. Alors, on trouve que 20% presque entre 2009 et 2018, ça augmente un tout petit peu. Alors, c'est probablement statistiquement significatif. C'est ce qui est marqué dans l'article, même si effectivement il n'est pas très visible sur le schéma. 20% des seniors auteurs sont des femmes. 30% des auteurs sont en première position. Ce qui est pas très très important. Mais le résultat intéressant de cette étude, c'est qu'en fait, on analyse multivariée, on trouve que l'odd ratio qu'une femme soit en première position double quand la senior de la publication est une femme. Et l'odd ratio augmente de 48% d'avoir des femmes dans le papier quand la senior de la publication est une femme. Donc effectivement, le ressenti des femmes qui sont un peu désavantagées par rapport aux hommes dans un monde un peu plus masculin, c'est peut-être pas complètement faux. Deuxième facteur, c'est un peu les nominations dans le positionnement académique et l'avancement des carrières. Les nominations en tant que professeur et ou dans les positions de responsabilité en médecine. Et je voudrais aussi vous montrer une étude, toujours une littérature américaine, qui en fait, c'est une étude qui a suivi plus que 1000 facultés, chez 24 facultés de médecine aux États-Unis, durant une période de 17 ans, afin d'identifier les facteurs prédictifs de l'avancement de carrière, le maintien dans un poste de professeur et aussi les postes de responsabilité, le leadership. Alors, quand ils ajustent selon le modèle 1, ils ajustent selon les facteurs de race, de la discipline et un peu du nombre d'années académiques, ils trouvent un premier résultat, c'est que les femmes, elles ont moins de chances d'arriver à un rang de professeur et de rester dans une carrière académique. Et quand on fait un ajustement en mettant donc le nombre de publications référencées en PubMed, en fait, le rang de professeur, effectivement, il est plus significatif, mais les femmes restent encore, en tout cas, elles ont moins de chances de devenir des leaders, en tout cas des positions de leadership, même après l'ajustement sur le nombre de publications. Et ça a été aussi démontré dans d'autres littératures qui a concerné les cardiologues. Ici aussi une étude qui a aussi étudié un peu les facteurs liés à devenir professeur, se maintenir dans une place de professeur. Et là, après l'ajustement avec l'âge, la sous-spécialité, le nombre d'années de résidence, le nombre de publications, le nombre de bourses, les femmes cardiologues elles ont moins de chances de devenir professeurs par rapport à leurs homologues cardiologues hommes. Et même quand ils sont déjà associés de professeurs, l'équivalent de MCU-PH, elles ont moins de chances de devenir professeurs. Et donc, il y a quand même un problème dans cet avancement des carrières et le positionnement académique, qui conditionne un peu, parfois probablement, ces problèmes dans les publications, dans les nominations, ce qu'on appelle les biais inconscients. Et je voudrais quand même vous montrer cette correspondance qui est apparue récemment dans le Lancet en 2019. C'est en fait une étude, quelques résultats, on va dire un research letter, qui a été ça a été réalisé à Columbia University. En fait, c'est un vrai travail
d'un comité qui a essayé de missionner un task force pour identifier un peu effectivement les facteurs qui empêcheraient les femmes à évoluer dans les carrières. Et ils ont établi effectivement des guidelines, en tout cas des suggestions qu'ils ont envoyées aux différents doyens d'université pour essayer d'améliorer les conditions des femmes médecins, notamment la vie au travail et surtout les congés parentaux. Là aussi, la possibilité de stopper un peu l'horloge, on va dire, de promotion en fonction effectivement de l'évolution de la vie personnelle des femmes, d'améliorer le soin, en tout cas la prise en charge des enfants, et même pour les jeunes mamans, il y avait des salles d'allaitement. Et bien sûr, il y a eu quand même une grande flexibilité dans les carrières entre la recherche, l'enseignement et même les soins cliniques. Et malgré tout ça, alors ce qu'ils trouvent, c'est que en fait, ils ont implémenté ça en 2004. Ils ont regardé la différence de membres titulaires et non titulaires entre 2007, 2008 et 2016-2017. Et là, ce qu'ils trouvent, c'est que, alors que la proportion de non titulaires, elle est presque quasi, on va dire, proportionnelle entre les femmes et les hommes. Alors, en 2016-2017, elle augmente un peu plus chez les femmes, les non titulaires. Et par contre, les titulaires, ce qui augmente, ce sont les hommes qui deviennent plus titulaires, malgré, en tout cas, l'ajustement de plusieurs facteurs. Et quand ils regardent aussi un peu le nombre et les pourcentages de positions de leadership, et là, ils sont toujours très faibles. Et c'est là où, effectivement, ils évoquent ces biais inconscients pour le choix des personnes quand on les met dans les positions de leadership. Donc ça, c'est la première, en tout cas, la première thématique, le positionnement académique, mais il y a aussi la deuxième thématique, c'est les conditions de travail qui sont particulièrement difficiles. Alors ça, c'est notre questionnaire, donc FEMI en 2020, où effectivement, dans ce tableau, on résume un peu les conditions de travail. C'est aux alentours de 10 heures de travail par jour. Alors, plus que 60%, ils travaillent entre 40 et 60 heures. L'heure de la fin de la journée, c'est à peu près 19 heures. Généralement, plus que 50% des femmes, elles ont des gardes plus que 4 par mois. Et puis, généralement, elles travaillent les week-ends. En tout cas, plus que 50% travaillent les week-ends en plus des gardes de semaine. Et quand on regarde un peu les heures, nombre d'heures réservées pour la recherche, 66% déclarent avoir 0 heure de recherche par semaine. Alors aussi, quand on leur demande est-ce qu'elles sont fatiguées, elles sont souvent fatiguées, très souvent fatiguées, et quand elles sont malades, généralement, elles ne restent pas chez elles. Troisième problématique, en tout cas ce qui sort des questionnaires, c'est un vrai déséquilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et la première question, c'était la qualité de vie au travail pourrait être meilleure si mes besoins étaient pris en compte plus en plus souvent. 60% déclarent que voilà, c'est important. Alors, il y a effectivement un vrai déséquilibre, parce que 54% trouvent qu'il y a un déséquilibre entre la vie de famille et la vie professionnelle, et 49% déclarent qu'ils préfèrent travailler en temps partiel, et 73% des femmes déclarent que la grossesse pénalise les femmes médecins. Donc, une autre question qu'on a posée sur autour des enfants. Alors, il y en a un petit peu inférieur de la moitié des femmes qui ont répondu qu'elles n'avaient pas d'enfants. Mais en tout cas, quand il n'y avait pas d'enfants, il y a quand même une femme sur 4, presque, qui dit que c'est parce que l'exercice n'est pas compatible et c'est pour ça que je n'ai pas eu d'enfants. Alors, un vrai déséquilibre entre la vie
professionnel et personnel, pourquoi cela toucherait plus les femmes? Effectivement, c'est des conditions difficiles pour tout le monde, pour les hommes et pour les femmes. Mais quand on regarde un peu, effectivement, la littérature, toujours une littérature américaine, là, en fait, c'est une étude qui a investigué en fait le temps consacré pour les tâches ménagères, de s'occuper de l'éducation des enfants entre des jeunes cliniciens et chercheurs aux États-Unis. Et là, ce qu'on voit, c'est que quand on est femme médecin, jeune, et on a des enfants, par rapport à un homme marié avec des enfants, par rapport à un homme marié avec des enfants, on a plus de temps, plutôt de tâches ménagères et de temps consacré aux enfants. Quand on est marié avec un enfant et on a aussi, en tout cas, un conjoint ou une conjointe, en tout cas, qui travaille, et pour les femmes, elles ont toujours effectivement plus d'heures consacrées aux tâches ménagères par rapport aux hommes, avec les mêmes situations. Quand on est marié sans enfants, ça se rapproche un peu, mais c'est toujours les femmes qui ont plus de temps consacré aux tâches ménagères. Et quand on est célibataire sans enfants, on encore plus de temps de tâches ménagères par rapport aux hommes. C'est juste quand on n'est pas effectivement marié et quand on n'a pas d'enfants qu'on est à peu près égal. Et même les hommes, elles ont un peu plus de temps consacré aux tâches ménagères. Alors, ce qui est aussi notable dans cette étude, mais bon, après, c'est une culture effectivement américaine qui est peut-être un peu différente de nôtre, mais même, c'est quand même un phénomène sociétal qui est assez fréquent, c'est que dans cette étude-là, les hommes qui vivent en couple, effectivement, ils avaient leur partenaire qui n'était pas, en fait, employé à temps plein, alors que les femmes qui étaient médecins, ils avaient leur partenaire qui travaillait à temps plein. Donc effectivement, ce qui conclut, c'est que quand même la profession médicale reste particulièrement résistante aux changements culturels nécessaires pour assurer le succès des femmes qui continuent de supporter un plus grand fardeau de responsabilité. La reconnaissance de ces tendances est essentielle pour permettre le développement des interventions appropriées et ciblées pour assurer la vitalité continue du médecin-chercheur et puis bien sûr dans la profession médicale en général. Alors, quatrième problème, c'est effectivement le harcèlement et la discrimination. Dans notre questionnaire, on s'est intéressé à cette thématique aussi. Et on a demandé aux femmes s'ils avaient une sensation de discrimination parce qu'elles sont des femmes. Et effectivement, on a presque 70% qui ressentent de la discrimination au lit du patient, avec les soignants, avec les familles. Mais ce qui est un peu plus surprenant, c'est avec les collègues médecins qui ressentent aussi, aux alentours de 70% ressentent de la discrimination parce qu'elles sont des femmes. Est-ce qu'elles ont déjà été victimes d'humiliation dans le cadre du travail? Alors, un peu plus que 40% déclarent que oui, pour les 276 qui ont répondu, et 55% à caractère sexuel et 80% à caractère moral. Alors, je voulais aussi, pour rebondir sur cette thématique de harcèlement-discrimination, un peu vous montrer cette étude qui est assez intéressante, qui s'est intéressée un peu sur les facteurs qui déterminent le harcèlement au sein des équipes médicales. Et ils les ont en fait un peu classés en fonction des spécialités. Alors, tout ce qui est barre rouge, c'est le harcèlement quotidien, et même par semaine. Et puis le jaune, c'est un peu moins fréquemment. Et puis le vert, où il n'y a pas de harcèlement. Et quand on voit la première discipline qui sort avec plus de harcèlement, c'est la médecine d'urgence. Mais la réanimation, elle reste quand même dans effectivement un classement assez haut. Les facteurs prédictifs à ce harcèlement, ils se sont intéressés à faire effectivement de la régression logistique pour essayer de comprendre un peu pourquoi dans ces spécialités on est plus harcelé. Alors, ils ont trouvé que le harcèlement est corrélé à un niveau de travail plus important, à l'absence de soutien des femmes médecins par leurs pairs et l'absence des soutiens des femmes médecins par leurs managers, tant que les chefs de service, les directeurs d'hôpitaux.
Alors, je vous ai montré effectivement plusieurs points qui sont négatifs, qui sortent un peu du questionnaire. C'est un peu l'état des lieux de ce qu'on a trouvé. Mais il y a quand même un élément positif, c'est que nos médecins trouvent quand même que la qualité de vie, elle était plutôt pas trop mal, puisque 72% déclarent avoir une qualité de vie au travail supérieure ou égale à 6. Et on s'est quand même intéressé aux jeunes étudiantes parce qu'effectivement, c'est bien de tracer l'état des lieux, mais aussi c'est important de voir un peu comment notre spécialité, notre discipline est perçue par les jeunes étudiantes qui ne sont pas encore arrivées en réanimation. En tout cas, ils sont passés peut-être en stage. Et là, on a eu 281 réponses. Majoritairement, ils ont déjà eu un stage de réanimation. Et alors, plus que 70% disent qu'ils ne veulent pas faire médecine intensive réanimation comme spécialité. Quand on leur pose la question parce qu'ils trouvent qu'il y a moins de conciliation, et presque 60% trouvent qu'il y a moins de conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée avec la spécialité MIR comparativement aux autres spécialités. Et plus que 50% pensent avoir une qualité de vie au travail qui est probablement inférieure à 6 s'ils deviennent des femmes médecins réanimatrices. Donc, l'image, en tout cas, pour les jeunes étudiantes, reste à travailler. Alors, on a aussi travaillé sur comment améliorer les conditions de travail pour les femmes. On a demandé à nos répondantes si concrètement elles avaient des idées. Oui, 40% ils nous ont répondu oui, et elles nous ont même proposé des mesures. On a classé, là, c'est pas toutes les propositions, mais c'est en tout cas les plus importantes, les plus fréquemment citées. Notamment, essayer de proposer un temps partiel, l'aménagement des horaires, l'augmentation de nombre de réanimateurs par unité. Ça, c'est bien sûr, c'est une mesure qui est assez demandée. Essayer d'avoir des mesures relatives au congé de paternité et de maternité, mais ça c'est un projet sociétal. Améliorer effectivement la prise en charge des enfants pour les femmes réanimatrices et bien sûr travailler sur le harcèlement et le bannir au sein de nos unités. Et avant juste de conclure, je voulais vous montrer en fait, c'est une espèce de task force qui a été faite par des réanimateurs et des réanimatrices pour améliorer la parité au sein de la réanimation. Et effectivement, d'abord, elle rappelle que effectivement d'avoir des femmes dans des positions de leadership, ça leur permet effectivement, ça leur donne un environnement où ils peuvent travailler encore plus, être motivé aussi à produire. Et puis, bien sûr, il faut tout d'abord identifier les problèmes, reconnaître qu'il y a un problème de parité et bien sûr proposer une stratégie proactive pour améliorer tout ça. Et donc, il y a certaines propositions au sein des sociétés savantes d'améliorer la représentativité des femmes au sein des commissions avec des positions plutôt de responsabilité, d'améliorer la représentativité des femmes au sein effectivement des journaux, des editorial boards, aussi au sein des guidelines, des consensus. Et puis d'essayer effectivement de proposer des quotas pour réaliser effectivement ces objectifs. Et il faut très probablement travailler sur ce qu'on appelle les biais inconscients, former, identifier et essayer effectivement de diffuser cette problématique-là. Donc pour conclure, je pense qu'il faut effectivement travailler sur les biais inconscients et la flexibilité de la carrière pour essayer effectivement d'avoir plus de positionnement académique de femmes. Essayer effectivement de proposer peut-être des contrats à temps partiel, à augmenter le nombre de médecins, l'aménagement des horaires pour améliorer les conditions du travail difficiles,
Pour le déséquilibre entre la vie professionnelle et personnelle, c'est un vrai projet sociétal, notamment les congés parentaux, mais ça, effectivement, il faut des mesures à plus grande échelle. Le harcèlement et la discrimination, je pense qu'il faut en parler, il faut identifier, il faut lutter et il faut former les jeunes notamment. Pour les jeunes étudiantes, bien sûr, si on travaille déjà sur les autres thématiques, je pense qu'on va leur donner effectivement de la matière pour attirer les jeunes à notre discipline, mais il y a aussi l'importance de ce qu'on appelle le rôle modèle pour ces jeunes étudiantes. Et bien sûr, il faut essayer de suggérer, travailler ensemble pour une meilleure qualité de vie au travail. Merci pour votre attention. Merci Olfa pour cette excellente présentation et cette revue de la littérature. Est-ce qu'il y a des questions ? Moi, je peux commencer si, en attendant que soit il y ait des questions sur le chat, soit que les gens viennent se positionner pour poser des questions. Merci beaucoup. Un premier commentaire, supérieur ou égal à 6, ça me semble quand même un seuil très bas. Moi, je suis allé au garage il n'y a pas longtemps pour ma bagnole et ils m'ont dit, voilà, vous allez recevoir un questionnaire. En dessous de 9, c'est pas bien. Donc 6, donc si on regardait ceux qui vraiment se disent qu'ils sont à 9, il n'y a plus beaucoup de gens. Non. Donc il y a un vrai problème quand même, et il ne s'adresse probablement pas qu'aux femmes. Mais en tous les cas, c'est certainement supérieur ou égal à 6, c'est mettre la barre pas très haute. Et ma question, c'est, dans l'enquête, est-ce que vous avez pu analyser, est-ce que ça a été posé la question des couples médecins ? J'avais fait il y a quelques années un travail sur le burn-out. Et j'avais retrouvé un papier d'une gastro-entérologue chef de service qui avait fait tout un travail sur les gastro-entérologues, notamment parce qu'ils ont des gestes invasifs, etc. Ça a contribué à ça. Mais ce qui avait été retrouvé, c'est que le fait d'être marié à un médecin qui avait des gardes et d'avoir pour la femme à choisir entre son activité professionnelle et sa maison, c'est-à-dire garder les enfants quand le médecin, etc., c'était un facteur important. Donc est-ce qu'on a cette information parmi les médecins ? Non. Combien sont en couple médecin avec des médecins qui ont aussi des gardes ? Non, on n'a pas fait. Effectivement, on n'a pas posé cette question qui est très importante parce qu'effectivement, dans l'étude américaine que je vous ai montrée, effectivement, les femmes mariées, généralement, elles sont des médecins. Elles ont aussi des hommes qui travaillent, alors probablement pas médecins, mais qui ont aussi un travail assez prenant, alors que les hommes médecins qui travaillent, jeunes chercheurs et cliniciens, et choisissent des femmes ou des hommes, en tout cas des compagnons, qui ont moins de travail et qui sont à temps partiel, alors que les femmes, c'est pas ça. Malheureusement, on n'a pas cette information, mais je pense que c'est important, effectivement, ça devrait être un travail dans le projet. Ouais. Stéphane, tu as une question ? J'avais plus un commentaire qu'une question. Je pense merci beaucoup pour la présentation. C'est très important de faire passer ce message et que tout le monde soit sensibilisé. Il faut vraiment qu'on prenne la vitesse supérieure et qu'on passe aussi aux actions concrètes et aux engagements pour que les choses changent. Parce que c'est vrai que quand on voit comme ça le constat et l'état des lieux, ça fait plutôt peur. Et on va dire, mon Dieu, en plus de toutes les difficultés au travail qu'on a évoquées ce matin, on va se dire en plus on est discriminé, en plus ça va être dur, on va se faire harceler. Enfin, il y a un moment, c'est un peu inquiétant. Et donc je pense qu'il faut le voir en fait de façon positive, c'est-à-dire qu'on est une discipline qui est, on va dire, exigeante par la charge de travail globale, le fonctionnement des gardes, etc. Ce qui fait que l'évolution de la société qui va vers moins de travail, comme ça a été dit plusieurs fois dans la journée, eh bien ça fait que notre discipline s'en rend compte avant les autres en fait. Et ça va toucher toutes les autres disciplines et tout l'enjeu, c'est qu'il faut que nous, on devienne plutôt précurseurs sur ces questions-là par rapport à d'autres disciplines. Et donc c'est plutôt très positif pour les étudiants et les étudiantes qui actuellement sont en formation, parce que quand eux vont travailler, on sera à ce qui
fait de mieux en termes de qualité de vie au travail. En tous les cas, je pense que c'est ça l'objectif à se fixer, quoi. Exactement, Stéphane. En fait, quand on a commencé avec le groupe FEMIR, on a voulu d'abord identifier les problèmes. Pour définir des objectifs de ce groupe, il faut d'abord identifier les problèmes. Alors, on avait chacune son expérience personnelle qui probablement ne reflète pas les expériences de la majorité des femmes dans la discipline. Et effectivement, je pense que le fait de les identifier, et qu'on a commencé d'ailleurs à travailler dessus, sur la représentativité des femmes au sein des sociétés savantes, en tant que membre du conseil d'administration, je travaille là-dessus avec tout le conseil d'administration, dans les congrès, dans l'enseignement avec toi Stéphane, dans le collège, effectivement, et bien sûr, essayer d'impliquer les femmes dans les travaux de recherche. On a aussi un projet d'essayer de faire des réseaux de recherche, effectivement, pour impliquer plus de femmes dans cette dynamique de recherche. Et je pense qu'effectivement, on identifiait ces problèmes, on fait que faire avancer les choses. En tous les cas, le collège, on a pris l'engagement d'avoir chaque demi-journée. On n'a pas tout à fait respecté les règles pour la journée d'aujourd'hui. Et donc la 3e journée extra-universitaire, c'est sûr qu'on respectera l'engagement d'avoir une oratrice minimum par demi-journée. Et pour les tuteurs et tutrices des étudiants, et qui peuvent être des extra-universitaires, ça a déjà été dit, mais il faut le redire, on vise la parité dans les 2 ans. Voilà. Olfa nous parlait de rôle de modèle. On a reçu des mails d'étudiantes qui ne se retrouvaient pas dans les orateurs et qui se plaignaient de ne pas avoir d'oratrice femme, en disant je ne me projette pas et je ne me reconnais pas parmi les réanimateurs qui me parlent au cours dans le cours de DES. Donc c'est très important d'avoir ce rôle de modèle. Une question de Dani Toliano. Alors, je ne sais pas si c'est une question. S'il y a une question, c'est est-ce qu'on a fait ou est-ce qu'il ne serait pas intéressant de faire, en tout cas sur la qualité de vie au travail, la même enquête chez les hommes? Parce qu'en termes de temps partiel ou d'aménagement du temps de travail ou de privilège, je sais pas comment on dit, aussi sa qualité de vie personnelle, je pense que c'est sociétal et c'est générationnel. Et moi, j'ai rencontré des réanimateurs qui avaient pas envie de travailler comme on a tous travaillé beaucoup longtemps, voilà, et qui avaient envie d'avoir du temps pour eux et qui étaient tout à fait... qui avaient vraiment envie de travailler à temps partiel. Donc, est-ce que sur ce versant-là, on n'aurait pas finalement un petit peu le même ressenti sur la spécialité de réanimation avec plus de besoins de temps partiel? Alors, ça pose un vrai problème de continuité des soins, pas forcément de permanence, mais de continuité des soins, parce qu'à partir du moment où on est tous là, qu'à mi-temps, qu'à quart-temps, que de temps en temps, en termes de continuité des soins, moi je trouve que ça pose un problème, mais je ne suis pas sûre que ce ne soit pas générationnel. Le harcèlement, je ne sais pas, ouais. Mais on pourrait faire aussi, parce que je pense qu'il y a probablement aussi une part de ressenti qui n'est pas forcément... Alors il y a une enquête qui a été faite, mais ce n'était pas par nous, c'était le syndicat qui a fait ça. Qui a fait ça, effectivement, la qualité de vie au travail qui était générale, hommes et femmes, effectivement. Malheureusement, j'ai pas les résultats comme ça, mais je sais que ça a circulé il y a quelques mois, la qualité de vie au travail. Effectivement, très probablement, c'est ça. Nous, on s'est intéressé un peu plus au vécu des femmes parce qu'on a trouvé qu'il y avait des problèmes et qu'il fallait effectivement travailler dessus. Mais je pense qu'effectivement, d'ailleurs, toute la matinée, on a parlé de ça. Il y a un problème général sur la qualité de vie au travail pour les hommes et les femmes dans notre spécialité sur laquelle il faut travailler et qu'il faut continuer à travailler. Après, la répartition, elle change. Hein. Moi, je suis peut-être une exception. Mon service, il y a 4 femmes et demie parce qu'il y en a une qui est à mi-temps pour 3 hommes. Donc, on est bien. Juste une petite question. Dans le groupe FEMIR, nous sommes combien? Dans le réseau, on est combien? Et pour rebondir sur Olfa, effectivement, moi, je m'étais posé la question pourquoi on ne la fait pas chez les hommes, l'enquête. On est combien dans le groupe? Parce qu'initialement, quand le groupe FEMIR a été mis en place, certaines réanimatrices ne voyaient pas l'intérêt de ce groupe. Oui, et justement, l'enquête a montré qu'il y avait quand même quelques
dysfonctionnements. On est combien dans le groupe Fémir et le réseau On est 12. Alors on a un membre homme en plus, voilà, et on est 12 femmes avec aussi quelques intervenantes extérieures, des invités extérieurs qui sont un peu spécialisés dans le leadership féminin et les problématiques aussi, travaillent sur les problèmes avec les entreprises privées, ils travaillent sur les biais inconscients, sur le positionnement des femmes et tous les problèmes que les femmes peuvent rencontrer quand elles veulent arriver à des positions de responsabilité. Et pour le réseau, on a une vingtaine, plus que ça, entre 20 et 30 personnes dans le réseau Fémir.